Que s'est-il réellement passé dans le bureau de Nicolas Sarkozy quelques heures avant que les bombes ne s'abattent sur la résidence présidentielle d'Abidjan? Aujourd'hui, les masques tombent. Robert Bourgi, l'homme de l'ombre le plus puissant de la France-Afrique, brise un silence de plusieurs décennies. Dans un témoignage d'une violence inouïe, il confesse les dessous d'un complot d'État. Qui a menti? Qui a manipulé qui? Les réponses vont vous laisser sans voix. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ces secrets d'État inédits. Like et abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines révélations exclusives. Bien, moi, je vais revenir à la situation ivoirienne, surtout votre ami ou votre camarade Laurent Gbagbo. Sous Chirac, vous l'avez âprement défendu. Sous Sarkozy, visiblement, ça n'a pas été le cas. Vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy avait clairement déclaré qu'il allait vitrifier Laurent Gbagbo. Dans votre ouvrage. Non, mais, mais vous l'avez dit. J'ai osé le déclarer. Oui, vous l'avez dit. Vous n'avez jamais entendu un démenti. Jamais. Parce que ça s'est passé. Mais sachez... Je vais finir, je vais poser ma question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pendant les 10 ans de traversée du désert de Laurent Gbagbo, pendant qu'il était emprisonné, et vous saviez qu'il était emprisonné injustement, oui, à la Cour pénale internationale, on ne vous a nullement entendu. Vous avez raison. Et c'est quand Laurent Gbagbo sort de prison, aujourd'hui revient dans son pays, la Côte d'Ivoire, il est en train de petit à petit reconquérir le cœur d'un certain nombre d'Ivoiriens, reconquérir le cœur d'un certain nombre d'Africains, reconquérir même le cœur de certains Occidentaux qu'il avait mal jugés. Mais vous qui connaissez l'histoire, vous n'avez rien dit. Je n'ai rien dit et je dis que j'ai eu tort. Mais mon frère Albert palliait largement l'apparente indifférence que j'avais pour cet emprisonnement. Mais il y a un homme qui, aujourd'hui, exerce les plus hautes fonctions, de très hautes fonctions en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, que j'allais visiter régulièrement à La Haye, lui peut dire qu'à chaque fois que je le visitais à La Haye, je lui disais « Tu transmettras mon affection à Laurent ». Et Jean-Pierre m'a toujours dit « J'ai transmis à Laurent ton affection ». Et il n'a rien dit d'autre. Je parle du point de vue public. Non, mais attendez. Vous avez raison. J'aurais dû aller le voir. J'aurais dû aller le voir. Mais j'aurais dû aller le voir. Et je crois que j'ai envoyé une lettre ouverte à Laurent Gbagbo il y a 2 ans, à travers un organe de presse sénégalais. Une lettre ouverte qui m'a valu un coup de fil de Laurent Gbagbo pour savoir si c'était vraiment moi l'auteur de cette lettre. Oui, moi aussi, je me suis posé voilà. la question. Et je lui ai dit, Laurent, c'est moi l'auteur de cette lettre. Et je te demande pardon. Mais je voudrais que tu me comprennes. Seulement. Quand le pouvoir de Jacques Chirac, qui avait été financé par Laurent Gbagbo à hauteur de 3 millions de dollars, quand le pouvoir de Sarkozy nuisait à Laurent Gbagbo, j'ai toujours défendu Laurent, avant son emprisonnement. Je dis bien avant. Et il y a un homme qui s'appelle Eugène Alou, qui était directeur du protocole de Laurent Gbagbo, qui sait que ce que je vais dire est la vérité. Au moment de Marcoussis, j'ai su qu'on préparait un piège pour Laurent. J'ai appelé Eugène Alou, qui est venu me voir. Il préparait, vous savez, l'arrivée du président Gbagbo. Il est venu me voir à mon cabinet. Je lui ai dit, Eugène, tu vas appeler Laurent maintenant et lui parler en langue. Dis-lui de ne pas venir à Marcoussis. C'est un piège qu'on lui tend. Il me dit, mes grands frères, je suis là pour préparer. Je lui dis, tu lui dis de ne pas venir à Marcoussis. Eugène Alou, s'il doit m'entendre, il saura que je dis la vérité. Il ne l'a point fait. Laurent est venu et il est allé au-devant de l'affront suprême. Et quand Dominique de Villepin lui a dit à Marcoussis, Laurent, je vais te tordre le bras si tu ne signes pas, je vous assure, bande à Carlyle, que le lendemain, je suis allé à l'Élysée, je lui ai dit, Dominique, vous êtes ignoble. Vous avez su tendre la main pour avoir de l'argent, et là, vous le poignardez. Je l'ai dit,
Je lui ai dit, un jour, je le dirai. Je lui ai dit ce jour-là, un jour, je dénoncerai cette mendicité. Et je l'ai dénoncé, d'ailleurs. Alors, c'est très intéressant, Maître Boucher. C'est très intéressant, mais je n'ai pas fini. Ah, d'accord. Revenons à Sarkozy. Sarkozy, il se passe ce que vous savez. Régulièrement, peut-être beaucoup plus souvent que je n'allais à l'Élysée, j'allais voir Claude Guéant. Je lui dis, Claude, vous êtes en train de piéger Laurent Gbagbo. Laurent a gagné les élections. Laurent a gagné les élections. Et le gars qui était à l'hôtel du Golfe, c'est un imposteur. C'est un imposteur, et je le dis haut et fort. Vous parlez utilisons le mot comme il faut, vous parlez du président Alassane Ouattara. Ouais, Alassane qui était à l'hôtel du Golfe. Voilà. Je dis, j'ai vécu la compromission de Blaise Compaoré, j'ai vécu la compromission de Guillaume Soro, j'ai vécu la passivité de l'armée française au milieu de la Côte d'Ivoire. Et j'ai assisté à toutes les réunions chez Villepin, ministre des Affaires étrangères, quand il a reçu Laurent Gbagbo, quand il a reçu Alassane Ouattara, quand il a reçu Bédier au Quai d'Orsay. J'étais présent. Que l'on me demande, j'étais présent. Et j'ai vu que la France avait pris fait et cause pour la rébellion et pour Ouattara. Et quand les choses se sont aggravées du côté de la situation militaire s'est aggravée du côté de Laurent Gbagbo, Nicolas Sarkozy me fait venir à l'Élysée. Il me fait venir à l'Élysée, avant qu'il y ait l'assaut final sur la villa. Il me fait venir à l'Élysée, et je commence par le bureau de Claude Guéant. Je lui dis, qu'est-ce qu'il me veut, le président Claude? Il me dit, il a quelque chose de grave à te demander, de lourd à te demander. On va dans le bureau du président de la République. Nicolas Sarkozy, président de la République, me dit, je souhaiterais que tu tu appelles ton ami Laurent Gbagbo, j'insiste, sur ton ami. C'était la même phrase quand Chirac me parlait de Laurent, ton ami. Je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Il faudrait que tu lui dises qu'il accepte sa défaite, et il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions de francs CFA par mois, les motards, la sécurité, et comme il est professeur, il aura une chaire en France, il pourra se promener à travers le monde. Je lui ai dit, Nicolas, le Conseil constitutionnel l'a déclaré vainqueur. Quand tu as prêté serment, tu n'as pas pu prêter serment avant que le Conseil constitutionnel ne dise que tu es le président de la République. Et lui, le Conseil constitutionnel l'a déclaré vainqueur aux élections. Il a dit, je te demande de l'appeler. Et tu viens me rendre compte. Mais Sarkozy est dur aussi, attention. À l'égal de Chirac, avec quelques dizaines de centimètres en moins. Et donc je vais voir Laurent, je vais dans le bureau de Claude Guéant, j'appelle Laurent, le colonel me le passe, je lui dis, Laurent, je suis dans le bureau de Guéant, que tu connais, et j'ai une mission que me confie le président de la République française. Il souhaiterait que tu acceptes la défaite. Et là, le ton de Laurent, pour la première fois, s'était durci, glacial à mon endroit. Et pendant qu'il parlait, j'ai vu les 25 années depuis notre prise de connaissance entre nous. Il m'a dit, je serai le Mugabe de Sarkozy. Tu le lui diras de ma part. Je serai son Mugabe. Et quant à toi, Bob, je ne veux plus entendre parler de toi. Et il a raccroché. Claude Guéant, très malade actuellement, comme vous le savez, peut vous le confirmer. Quand j'ai raccroché, j'ai éclaté en sanglots. J'ai éclaté en sanglots parce que je savais ce qui se préparait. Claude Guéant vient vers moi,
C'est mon aîné de 3 mois. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, Robert, c'est difficile pour toi, mais ce sont des raisons étatiques. Et maintenant, tu vas rendre compte au président de ton entretien téléphonique. Parce que tout est suspendu à la réponse de Laurent Gbagbo. Et là, je lui dis, mais Claude, tu es secrétaire général de l'Élysée, tu viens avec moi. Il a dit, ah non, parce que je sais ce qu'il va dire. Je vais dans le bureau du président de la République française, et il me dit alors, il était assis sur le canapé, il était toujours assis sur le canapé, et moi j'avais le fauteuil en face. Mais il ne m'a pas laissé le temps de m'asseoir. Il m'a dit alors, je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé, il m'a raccroché au nez, et il m'a dit qu'il serait ton Mugabe, et je lui ai dit ceci, Nicolas, il a gagné les élections. Vous savez, il est musclé, il est un sportif. Il a pris appui sur les bras du fauteuil, il s'est levé, il a dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Et je lui ai répondu ceci, Nicolas, il a gagné les élections. Et tu le sais bien, je vais le vitrifier 2 fois. Je suis sorti, et le lendemain, comme vous le savez, ce spectacle que personne n'oubliera jamais, Laurent et Simone assis sur le lit, les cheveux défaits, agressés par les gens, et fort heureusement, qu'il ne s'est pas passé quelque chose d'autre de beaucoup plus grave pour le couple. S'il n'y avait pas eu, je ne sais pas si vous le savez ou pas, s'il n'y avait pas eu des ordres donnés aux soldats français qui étaient là, il se serait passé quelque chose de plus terrible pour le couple présidentiel. Je préfère vous le dire. Des ordres avaient été donnés. Par qui? Donc des ordres avaient été donnés aux soldats français qui sont rentrés dans la résidence présidentielle. De calmer l'ardeur et la haine. Donc ce ne sont pas les autres qui sont venus du Golfe qui ont demandé de calmer. Non, c'est des ordres de l'Élysée. Ok. Vincent. Alors, Maître Bourgi, je vous remercie pour ces différentes explications. J'ai cru comprendre beaucoup de choses. Je vais être, comme vous aviez dit, on va aller droit au but. Alors, vous avez... Mais un but qui rentre dans les buts. Exactement. Ah bon. Moi, je suis... Pas un but raté. Voilà. Vous aviez expliqué en fait l'élection de M. Laurent Gbagbo et vous aviez indiqué qu'il était impératif et même important qu'il y ait une reconnaissance de la part de M. Jacques Chirac. Absolument. Voilà. De la France. Oui, de la France. Ma question de savoir, est-ce qu'une élection sur le continent africain a-t-elle obligatoirement besoin d'une approbation de Paris pour qu'elle soit légale ou reconnue internationalement? Ça, c'est la première question. Oui. Alors, vous le dites sans filtre, oui. Est-ce que cela, aujourd'hui, est une réalité? Nous sommes il y a 20 ans. D'accord. Je vous raconte les faits tels qu'ils se sont déroulés. Oui. La France était en période de cohabitation. D'accord. Le PS était à Matignon, oui, avec Jospin. Tout à fait. Et le pouvoir suprême exécutif était à l'Élysée avec Jacques Chirac. Tout à fait. Et il y avait une tournée du ministre de la Coopération. Oui, M. Chancelin. Il était à Libreville. Et comme la France n'avait pas reconnu la victoire de Laurent Gbagbo, oui, et que Lionel Jospin tenait à ce que l'escale d'Abidjan ait lieu, puisqu'il était membre de l'internationale socialiste, Laurent Gbagbo, oui, la demande m'en a été faite de reconnaître. Mais moi, j'ai une chose à vous dire. Moi aujourd'hui, oui, avec les cheveux blancs qui ont poussé depuis, on y va. aucun État africain n'a besoin de l'aval de la France. D'accord. Aujourd'hui. Mais à une époque, Mais à l'époque, c'était indispensable. Est-ce que c'était un besoin pour le président Laurent Gbagbo ou bien un besoin pour la France? On va laisser C'était un besoin tel que la demande m'en a été faite par Georges Serre. C'était un besoin pour la France. Georges Serre m'a dit, on a besoin que le président Jacques Chirac reconnaisse Laurent Gbagbo. Mais ce n'était pas un besoin pour la Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo a été très content. J'ai assisté à l'entretien dans la salle de bain. De la même manière que le patriarche Robert Bourgi a attendu dans les toilettes, la reconnaissance du pouvoir de Laurent Gbagbo,
C'est fait dans la salle de bain. En se rasant. Alors, il y a un autre élément. En se rasant. En se rasant, c'est très important. Pas rasoir électrique, le rasoir mécanique. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui est intéressante. Parce que j'étais là quand il a Sur enlevé. l'affaire, en fait, d'accord, de Laurent Gbagbo, lors de sa prise par la force Licorne et les forces pro-Ouattara. Moi, je me rappelle, à cette époque, vous aviez eu à faire des interventions télévisées où vous aviez reconnu la défaite de Laurent Gbagbo. Alors, je suis quand même surpris qu'après tant d'années, il y a une versatilité dont on a l'impression que vous n'aviez pas eu à vous exprimer sur la prise de M. Laurent Gbagbo. Parce que vous étiez sûr, je me rappelle, vous aviez même aussi, comme le Parti Socialiste, beaucoup d'acteurs du Parti Socialiste, sur les antennes. Je me rappelle de votre intervention sur RFI, où vous aviez en fait reconnu que Laurent Gbagbo n'était pas le président élu. Et même aussi sur des chaînes de France Télévisions, où vous aviez eu à dire que Laurent Gbagbo, en fait, était une personne infréquentable. Alors, Moi, j'ai dit ça. ah bah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, ça je peux... Ah non, non, non. C'est infréquentable, non, il a jamais. Alors, non, sur Laurent Gbagbo et son pouvoir, et je m'en souviens très bien. Infréquentable, jamais. Alors, peut-être le mot infréquentable n'est pas Si vous saviez l'expression. combien N'est pas l'expression que vous Laurent avez eu à est aimé dire. par moi et par ma famille. Je n'en disconviens pas, hein, je vous crois absolument, mais moi je veux comprendre cette versatilité. Parce que suis pas versatile. vous aviez eu à couler des larmes en face de M. Claude Guéant, vous l'aviez dit ici. Oui, et je le redis. Et sur les antennes des RFI, vous aviez en fait reconnu la défaite de M. Laurent Gbagbo, qui est un ami. Je peux comprendre que M. Laurent Gbagbo vous a été en colère lors de votre dernier échange, mais pourquoi vous exprimez sur cet élément-là si vous avez en fait un remords intérieurement? Moi, je n'arrive pas trop à... Je vais compléter ça, son interrogation. S'il vous plaît. Vous avez coulé les larmes devant Claude Guéant, mais vous n'avez pas coulé les larmes devant l'image atroce de l'arrestation du couple Gbagbo. Est-ce que vous savez ce que je dis au niveau français? On vous écoute. Non. J'ai dit ma colère. J'ai dit ma colère dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée et ma colère chez Sarkozy. Et si j'ai dit sur l'antenne, je n'en disconviens pas de ce que vous dites. Non, allez-y, Je n'en on disconviens est dans la pas. bande, comme des bandes. Je regrette, j'ai dit que je regrettais que pendant 10 ans, je n'ai pas été voir Laurent. Mais Jean-Pierre Bemba peut témoigner des messages que je lui demandais de transmettre à Laurent. Et d'ailleurs, Laurent entendra tout cela. Arrive un moment, monsieur, dans la vie, ça vient avec l'âge. Le temps des Il faut laver sa conscience. Il faut être Tout à fait, d'accord ouais. avec sa conscience. Il y a des choses que je ressentais, mais que je n'avais pas le droit d'exprimer. Vous savez, quand vous servez sans aucune fonction, que vous êtes proche sans aucune fonction d'un chef d'État, de son plus proche collaborateur, il y a des choses que l'on peut dire et il y a des choses que l'on ne peut pas dire. Il y a des choses que l'on peut faire et il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Je ne pouvais pas, je le dis aujourd'hui, parce qu'il faut laver sa conscience, les années s'ajoutent aux années, je ne pouvais pas faire sécession totale contre Nicolas Sarkozy. Parce que je pouvais servir encore d'autres États, d'autres partenaires de la France. Parce qu'il n'y avait que moi. Mais quand il a fallu dire à Villepin, après Marcoussis, vous vouliez casser le bras de Laurent Gbagbo, lui tordre le bras. Son mot, c'était « je vais te tordre le bras ». Vous étiez bien content que ce bras vous donne 3 millions de dollars. Il n'a rien dit. Et c'est pour cela. Le témoignage de Robert Bourgi montre à quel point les décisions prises à Paris ont pesé sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Selon vous, Laurent Gbagbo a-t-il eu raison de refuser l'offre d'exil doré de Nicolas Sarkozy pour préserver sa dignité, quitte à tout perdre? Les excuses tardives de Robert Bourgi suffisent-elles à racheter son silence historique? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez massivement cette vidéo pour rétablir la vérité historique.